défendre la thèse d'après laquelle l'article philosophique professionnel constituerait un produit évolutionnaire qui aurait émergé à travers un processus de sélection naturelle d'une profusion désordonnée de formes tombées dans un oubli darwinien, parce que mal adaptées et ayant constitué autant d'étapes dans le cheminement particulièrement ardu de la philosophie vers la conscience de son identité véritable. Mais on peut tout aussi bien soutenir que pour présenter des pensées réellement nouvelles, les philosophes étaient obligés d'inventer des formes nouvelles capables de les transmettre. Il se peut qu'à partir de la perspective de la forme standard, il soit impossible de découvrir une voie menant vers ces formes différentes et donc vers ces systèmes ou structures de pensée. Cette thèse pourrait trouver une confirmation dans le fait que, pour ainsi dire, le seul écho que la littérature non philosophique a trouvé dans la conscience philosophique concerne le problème de la vérité ou fausseté. Le philosophe relèguerait de gaieté de cœur la fiction tout entière dans le domaine de la fausseté s'il n'y avait la question harassante de la différence qu'il faut faire entre les phrases qui manquent leur cible et celles qui n'ont pas de cible, qu'elles puissent manquer, ces dernières étant menacées, en vertu des théories prédominantes de la signification, d'être considérées comme dénuées de sens. Avant de pouvoir les écarter comme fausses, il faut donc trouver d'abord de quelle manière elles peuvent être douées de sens. Et pratiquement tout le corpus de la philosophie analytique, et on peut dire la même chose du corpus phénoménologique, accorde une importance centrale à la question de la référence fictive. La littérature oppose des obstacles aux théories sémantiques qui passeraient bien plus facilement le test si la littérature n'existait pas. En étant évaluée par rapport au concept de référence, la littérature accède à une certaine dignité intellectuelle, celle que la philosophie est susceptible de fournir. Par la même occasion, on réalise un bénéfice supplémentaire, puisque si la littérature n'est autre chose qu'une manière de lier des mots au monde, alors si la philosophie est de la littérature, elle est douée de sens, si seulement elle réussit à montrer comment. De sorte que la façon dont la philosophie conçoit le lien entre la littérature et la réalité est susceptible de rendre la philosophie comme littérature identique à la philosophie comme vérité. Ce n'est guère ici le lieu de raconter l'histoire peu enthousiasmante de la référence fictionnelle, en partie parce qu'elle ne semble pas être arrivée à terme, puisqu'il n'existe pas de théorie acceptée de la manière dont ce type de référence fonctionne. Mais s'il n'y a jamais eu un argument en faveur de la philosophie comme genre littéraire, c'est dans l'imagination ontologique extravagante déployée par les théoriciens sémantiques dans leur recherche des choses que pourraient désigner les termes fictifs. Puisque Don Quichotte est doué de sens, Don Quichotte réfère forcément, non pas bien entendu à tel espagnol anobli qui habiterait la Manche, mais à Don Quichotte lui-même conçu comme entité subsistante. Don Quichotte peut donc être à propos de cette unité exactement de la même manière que s'il s'agissait réellement d'un espagnol anobli de la Manche. On n'a jamais élucidé de quelle manière de telles entités subsistantes confèrent du sens, ni même comment elles expliquent le fait que nous saisissions ce sens, étant entendu que toute transaction causale entre le domaine des entités subsistantes et celui des entités existantes dont nous faisons partie est évidemment hors de question. Le problème se trouve aggravé lorsque nous éliminons les êtres fictifs de l'univers par un coup de baguette magique à la Quiné, qui transforme les noms propres en prédicats, de sorte que Don Quichotte devient le X qui quichotise à travers toute l'étendue du Y qui l'amanchise. Bien entendu, lorsqu'on fabrique ainsi des prédicats à la demande, on oublie le reproche de prodigalité qu'on a adressé à ceux qui fabriquent des entités à la demande. Par ailleurs, la transformation du Gegenstand, l'objet, en Gedanke, la pensée, n'enlève rien à l'obscurité dans laquelle est plongée la question du sens et de la manière dont il est saisi. Le problème ne se trouve pas sensiblement facilité, non plus lorsque nous laissons Don Quichotte choisir un monde possible à propos duquel il serait, car la relation entre ce monde et le nôtre, et finalement nous-mêmes, reste aussi obscure que l'était celle entre Don Quichotte et nous, lorsqu'il était un fantôme sans foyer, un esprit ontologique et errant dans des mondes étrangers aux songes des poètes. De ce point de vue, l'élégante théorie des extensions secondaires proposée par Nelson Goodman vient particulièrement à point d'abord dans la perspective de l'ontologie, puisque les extensions secondaires
concerne des choses tangibles comme des inscriptions. Ensuite, du point de vue de l'épistémologie, puisque les images jouent un rôle important dans l'extension secondaire d'un terme, et qu'en fait nous commençons nos aventures dans le monde de la littérature par des livres d'images. D'un autre côté, elle impose un fardeau sémantique immense aux éditions illustrées et autres choses de ce genre, et puis elle nous plonge dans ses propres embarras, puisque l'ensemble des images qui sont ostensiblement des images de la même chose pourraient avoir l'air si dissemblables que nous aurions des doutes sévères concernant l'aspect de leur sujet, s'il existait, et qu'à l'inverse, des images de sujets tout à fait différents pourraient être si ressemblantes que nous serions incapables de les distinguer les uns des autres s'ils étaient réels. Je laisserai de côté la question de savoir si nous devrions avancer jusqu'aux extensions tertiaires et au-delà, et comment celles-ci résoudraient nos problèmes ultérieurs. Je voudrais plutôt poser la question suivante. Pourquoi, quelle que soit la bonne théorie, devrais-je en tant que lecteur avoir le moindre intérêt pour Don Quichotte, si le livre se bornait à être au sujet d'un homme filiforme non actualisé, cela dans une région de l'être que je n'aurais aucune raison de connaître, en l'absence des interventions de la théorie sémantique, ou s'il était simplement à propos d'un X qui quichotise, étant entendu qu'il n'y en a pas, ou d'un ensemble de mondes possibles autres que le mien, ou encore si au niveau de la référence primaire, il n'était à propos de rien, mais qu'au niveau secondaire, il était au sujet d'entités du genre de tel ensemble de gravures de Gustave Doré. Je pose cette question parce que du moins dans ses plus grandes œuvres, la littérature semble entretenir une relation importante avec notre vie, à tel point que son étude constitue une partie essentielle de notre programme éducatif. Ce fait reste tout à fait inexpliqué si son sens est réductible à la question de sa référence, et si ces références possibles sont une des ménageries d'entités imaginaires les plus bizarres que l'imagination de l'homme ait jamais formées. Par ailleurs, il se pourrait que lorsque nous aurons démontré de quel genre de relation il s'agit, le genre de problème auquel la théorie sémantique a fourni une réponse si élaborée disparaisse comme tel. On pourrait rétorquer que cela ferait tout simplement sortir la littérature de la sphère d'intérêt philosophique, ce qui serait tout à fait positif si du même coup la philosophie ne risquait pas d'être elle-même délogée de la sphère d'intérêt philosophique, cela au cas où il serait vrai qu'elle est elle-même littérature. J'ai d'ailleurs insinué que le genre de choses auxquelles la philosophie a eu recours afin de lier la littérature au monde et de la doter ainsi de sens, les Gegenstände, les intentions, les modes fictifs, ont elles-mêmes autant besoin d'une rédemption ontologique que les êtres à la rescousse, desquels elles ont été appelées Don Quichotte, Mr. Pickwick, Gandalf, le Gris, croient qu'on peut sauver la fiction par le moyen de la fiction est une des naïvetés attachantes d'une discipline qui s'enorgueillit de ce qu'elle aime à considérer comme sa circonspection sceptique. La théorie sémantique met tout en œuvre pour relier la littérature au monde à l'aide de ce qui constitue après tout le seul genre de relation qu'elle comprend. La référence, la vérité, l'instanciation, l'exemplification, la satisfaction et ainsi de suite. Si pour cela il faut déformer l'univers afin qu'il puisse accueillir les représentations littéraires, la photographie n'a jamais considéré que c'était là un prix trop élevé à payer, ni même simplement que c'était un prix à payer. Elle y a vu plutôt une possibilité créatrice. D'ailleurs, il faut mettre à l'actif de cette entreprise qu'elle croit au moins que quelque lien entre la littérature et le monde est indispensable. Par là, elle s'oppose à la théorie littéraire telle qu'elle est couramment pratiquée et qui stigmatise les préoccupations philosophiques concernant les contraintes sémantiques, n'y voyant qu'un exemple supplémentaire de ce qu'un théoricien important est conduit sous le nom d'illusion de la référence. Selon cette conception, l'œuvre littéraire ne réfère pas du tout à la réalité, mais dans le meilleur des cas à d'autres œuvres littéraires, d'où l'introduction d'un concept d'intertextualité, en vertu duquel une œuvre littéraire doit être comprise uniquement, dans la mesure où la référentialité facilite la compréhension, en termes de référence à d'autres œuvres, en sorte que si on ne connaît pas la culture littéraire de l'auteur d'une œuvre qui est à interpréter, on ne saurait être sûr de l'avoir en rien comprise. Cette thèse a certainement du bon si Northrop Frye a raison en affirmant à propos de la ligne de Blake « auteur revient », que bien qu'elle ne compte que 5 mots et seulement 3 mots différents, 5 tokens et 3 types, comme on pourrait dire plus succinctement,
Elle comporte aussi à peu près 7 allusions directes à la Bible. L'auteur de l'illusion de la référence, que pour des raisons quelque peu complexes je préfère désigner simplement par R, après tout il parle pour sa profession, nous assure que le texte poétique est autosuffisant. Mais si référence extérieure il y a, ce n'est pas par rapport à la réalité, loin de là. Toute référence va à d'autres textes. Cette opinion extrême mérite d'être examinée, ne serait-ce que parce qu'elle est en opposition si flagrante avec le point de vue philosophique standard. Prenons un de ces exemples, les 3 derniers vers du poème de Wordsworth, Written in March. Small clouds are sailing, blue skies prevailing, the rain is over and done. Quelques nuées ténues défilent, l'azur se propage, la pluie est passée. Eu égard au titre, cette fin pourrait amener le lecteur à supposer que le poème se réfère à la fin de l'hiver et exprime la gratitude du poète heureux que le printemps soit enfin arrivé. Mais selon R, cette lecture facile est une erreur sérieuse et fallacieuse. En réalité, le poème se réfère au Cantique des Cantiques, auquel les vers de Wordsworth sont empruntés mot pour mot. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'un fragment du verset biblique qui débute ainsi « Car voici que l'hiver est passé ». Bien sûr, on peut difficilement douter que Wordsworth ait connu le Cantique des Cantiques, et il est certain que l'érudition littéraire, cherchant les sources du poème, y référera comme source ultime des derniers vers. Il se peut que tout vers ou toute expression dans un poème puisse être expliqué en référence à quelques éléments dans la culture littéraire de l'écrivain. Mais tout effet littéraire ne réfère pas nécessairement à ses causes, et il existe une différence considérable entre comprendre un poème, ce qui peut nécessiter la compréhension des références qu'il établit, et comprendre les origines d'un poème, ce qui est une toute autre affaire. Il s'agit d'un savoir de spécialiste qui est probablement secondaire pour comprendre le poème. Je me servirai d'une illustration tirée d'un autre art en partie afin de donner une portée plus générale à mon argument, en partie pour confirmer une thèse concernant la sémantique picturale. La magnifique Madone à la chaise de Raphaël est composée à l'intérieur d'un cadre circulaire, un tondo. Cela, comme le fait remarquer Gombrich, non pas parce qu'un jour Raphaël se serait emparé d'un dessus de tonneau adapté afin de peindre en Madone et enfant Jésus quelques filles de cabaretiers qu'il avait charmées ainsi que son bel enfant, comme le veut l'explication charmante du guide qui fait visiter le tableau. Mais plutôt parce que, comme tant d'autres de ses contemporains, Raphaël était enthousiasmé par des dessins de Léonard récemment exposés, parmi lesquels il y avait quelques compositions circulaires. On peut penser que tous les peintres de la région connaissaient ces dessins et étaient donc au fait de l'origine du tableau de Raphaël. Mais malgré tout cela, il ne se référait pas aux dessins qu'il avait inspirés. En revanche, le peintre américain Benjamin West fit un portrait en forme de tondo de sa femme et de son fils, l'habit que porte la femme étant celui de la Madone de Raphaël. Tout cela non pas pour copier le tableau de Raphaël, mais pour faire référence à lui. Représenter sa femme comme Madone, son enfant comme enfant Jésus, son tableau comme la Madone à la chaise et lui-même comme Raphaël. C'était établir une référence très prétentieuse. Mais comprendre le tableau signifie comprendre ses allusions, car le peintre représente sa famille comme mère et enfant divin, comme peint par Raphaël. La métaphore est celle d'une auto-exaltation prodigieuse. Quelle humiliation de voir cette vision pleine d'espoir rayée du registre par la collection Reynolds en échange d'un Thomas Cole, tout ce qu'il y a de plus banal. La démonstration de l'utilisation par Manet pour la disposition des personnages de son déjeuner sur l'herbe, d'un arrangement de figures qu'il avait trouvé dans une gravure de Marc Antonio Raimondi, a été un des triomphes de l'histoire de l'art érudite. Cela n'exclut en rien la possibilité, ou plutôt le fait, que Manet a représenté des amis à lui, beaux esprits et demi-mondaines, s'adonnant au plaisir d'une sortie élégante. Bien entendu, le tableau n'est pas le même selon que Manet s'est référé à l'œuvre de Raimondi ou s'est borné à l'utiliser. S'il y avait fait référence, alors le sujet de son tableau est cette sortie comme fête des dieux, tel étant le sujet de la gravure originale. Raimondi fut le graveur le plus célèbre de son époque, en même temps qu'un faussaire redoutable. Mais dans le monde de Manet, il était sans doute trop peu connu pour qu'une telle allusion ait pu être faite, contrairement peut-être aux références bibliques dans le monde de Wordsworth. Or, son caractère manifeste est sans doute une condition de l'allusion, au même titre que sa banalité, l'est de l'anti-même.
L'utilisation par Manet de cette gravure n'en doit pas moins être distinguée de la manière dont le peintre américain John Trumbull, dans son fameux portrait du général Washington, avec son cheval, s'est servi d'une forme de représentation équine préexistante. Loin d'être la représentation finement observée de la monture élégante de Washington, son cheval tel qu'il est montré n'est qu'un exemplaire dans une longue séquence historique de chevaux similaires, tradition que Léo Steinberg a retracée jusqu'à un camée romain et qu'on pouvait sans doute faire remonter encore plus haut. Il n'empêche que le tableau se réfère à Washington avec son cheval et ne fait référence à aucun des membres de cette série de représentations équines qui tous se bornent à se conformer à un modèle. Ce modèle peut être un exemple de ce que Gombrich appelle un schéma, est une façon très satisfaisante de représenter les chevaux, qui, comme on le sait, sont très difficiles à observer. Jusqu'à Muybridge, personne ne savait si lors du galop les quatre pieds quittent de concert le sol. Ils livrent une sorte d'a priori représentationnel, dont les contreparties narratives et lyriques peuvent être trouvées en littérature. Et bien que cela ne soit pas mon propos ici, il se peut qu'à cet égard il y ait aussi de profondes similitudes avec les représentations scientifiques. Dans tous ces cas, et dans d'innombrables autres, la référence au monde s'ajoute aux références à d'autres arts, lorsqu'il en existe pour aboutir à une représentation complexe. Donc, pourquoi en serait-il ou devrait-il en être autrement dans le cas de Wordsworth? Voici ce qu'écrit R, le mot clé hiver, absent chez Wordsworth, et la matrice qui pénètre chaque détail du printemps dans le poème, perçu par conséquent comme l'envers d'une image qui a été effacée, de sorte que le poème n'est pas une dépiction directe de la réalité, mais une version négative du texte latent concernant l'opposé du printemps. Voilà l'espèce de contorsion herméneutique qui assure des chaires d'université distinguées aux interprètes de la littérature, contorsion en vertu de laquelle, par exemple, Hamlet est une version négative d'un texte latent qui est au sujet de Fortinbras. Le véritable héros de la pièce, celle-ci étant donc perçue maintenant comme une comédie plutôt que comme une tragédie, puisque le héros est vivant à la fin, ce qui fait de Shakespeare un précurseur astucieux de Tom Stoppard. Cependant, je ne discuterai pas l'interprétation, mais plutôt le de sorte que illicite auquel R a recours. Une interprétation appropriée devrait montrer pourquoi Wordsworth référait à la saison à travers le médium de l'allusion biblique, si c'était effectivement une allusion, et non un de ces clichés qui sont simplement produits, devenus une partie intégrante de la langue, comme cela s'est produit par exemple pour tant de passages de Hamlet, qu'un étudiant, apparaît-il, critiquait la pièce pour son nombre trop élevé de clichés, tout en ajoutant que l'histoire était bien passionnante. Et que dire du Cantique des Cantiques, lui-même si c'est de la poésie? Est-il au sujet de l'hiver ou, pour utiliser l'autre option qui nous est proposée, est-il clos sur lui-même? Dans une lettre célèbre adressée à sa maîtresse Louise Collet, Flaubert expose son idéal artistique. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être sur terre se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si ça se peut. L'astronomie de Flaubert est monstrueuse, cela dit. Si R a raison, son projet n'aurait pas pu échouer, puisque dans ce cas, toute littérature, pour autant que c'est de la littérature, est au sujet de rien, ou, dans le meilleur des cas, elle est au sujet d'autres œuvres littéraires, de sorte que pour fournir à Flaubert une métaphore physique plus heureuse, mais toujours sans aucun lien avec la réalité, une œuvre garde l'autre dans son orbite référentielle. La question qui se pose est de savoir quelle considération pourrait bien parler en faveur de la non-pertinence de la littérature pour la vie.